ordinaire, on commence tous à avoir l'habitude de ce type de fonctionnement. Donc voilà, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Donc Claire, je vais te demander d'activer ta caméra et ton micro et de prendre la parole pour introduire ce webinaire. Bonjour, bonjour Stéphane, bonjour à tous et à toutes. Et puis merci pour l'invitation. Moi, je vais faire un petit panorama assez rapide, hein, qui est vraiment une introduction avant que les intervenants suivants et intervenantes rentrent dans le vif du sujet et dans et vous apportent, je l'espère, des ressources. Alors, d'abord, je suis la directrice du mouvement associatif des Hauts-de-France, qui est la structure qui a vocation à représenter le monde associatif à l'échelle des Hauts-de-France, qui est composé des différents réseaux sectoriels, hein, organisés sur le champ de la culture, du sport, mais aussi organisés à l'échelle territoriale. Voilà, donc nos fonctions sont à la fois de porter la parole des associations, mais aussi évidemment de rassembler et d'animer toutes les ressources qui peuvent aider les associations au quotidien. Donc sur ce sujet, la médiation, c'est un mot quand même très large qui peut recouvrir vraiment beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on va se centrer sur la médiation entre les personnes et donc la médiation qui intervient en cas de conflit entre les personnes. Alors, juste commencer par vous dire que le mouvement associatif fait le constat depuis plusieurs années d'une augmentation assez forte des conflits dans les associations. C'est des choses qui ont été documentées et qui sont remontées aussi par les acteurs de terrain qui accompagnent au quotidien les associations et qui constatent une augmentation alors des conflits de gouvernance. Ça peut être dans un conseil d'administration, des équipes de bénévoles qui vont s'affronter, ne pas forcément être d'accord sur l'évolution du projet, sur la direction à donner à l'association. Ça peut être des conflits entre l'équipe des salariés et l'équipe des bénévoles. Ça peut être des conflits entre la fonction de direction et une équipe ou au sein d'une même équipe. Donc vous allez voir, ça peut être différentes modalités. Alors, nous, il y a deux causes principales en fait à ça. La première, c'est sans doute que le monde associatif s'est professionnalisé assez récemment et de façon assez rapide. Alors, à grands traits, évidemment, c'est un constat qui est différent selon les secteurs d'activité, puisqu'on a une structuration de l'emploi qui est quand même assez hétérogène dans le monde associatif, entre, d'un côté, certains secteurs qui sont professionnalisés, donc avec des salariés hein, depuis quand même très longtemps, et avec des structures qui sont d'une certaine taille, ce qui leur permet aussi en interne d'avoir les moyens et parfois d'avoir des services dédiés à la gestion des ressources humaines. Et puis, de l'autre côté, une grande partie des employeurs associatifs, environ la moitié, qui sont des petits employeurs, des secteurs qui sont plus récemment employeurs, hein, comme le secteur sportif, par exemple, et où donc cette culture de la fonction employeur n'est pas toujours très appropriée par les bénévoles, où le fait de devenir employeur n'est pas toujours très bien préparé dans les structures, où ça remet en cause aussi la place des bénévoles dans leur conduite du projet et où il faut vraiment réfléchir à ces questions de façon assez approfondie et parfois les situations de crise arrivent alors même qu'on n'a pas forcément bien réfléchi à tout ça en amont, à la fiche de poste et qu'on n'a pas bien clarifié aussi le projet de l'association. On a aussi évidemment le monde associatif est quand même face à un certain nombre de problématiques et c'est quand même un secteur qui, pour beaucoup, intervient aussi sur des publics en difficulté, donc qui absorbe aussi les difficultés de la société, on va dire ça comme ça. On vit, vous le savez, une crise économique, une crise sociale, et donc les associations se retrouvent souvent en première ligne pour gérer les effets de ces crises, à savoir la pauvreté, la violence, voilà. Et les associations travaillent aussi avec des publics eux-mêmes en difficulté, donc c'est pas forcément toujours évident d'absorber ça. Donc ça, c'est un gros volet, je dirais, doublé du fait que dans le monde associatif, je l'ai dit, il y a beaucoup de petits employeurs et donc chez ces petits employeurs, souvent, il n'y a pas ou peu de culture du dialogue social. Je pense que l'ARACT y reviendra, mais très peu d'outils aussi pour mettre en place ce dialogue social de façon formalisée.
La loi indique qu'on doit mettre en place un comité social et économique, un CSE, qui est donc une instance qui permet ce dialogue. Mais l'obligation est faite à partir de 11 ETP. Donc, en dessous de ce nombre, bien souvent, les associations n'ont pas forcément d'instances très formalisées. Donc, forcément, ça n'aide pas. Le deuxième gros volet, de cause qu'on identifie, c'est évidemment l'évolution des modèles économiques associatifs ces dernières années on est quand même face à une contraction des financements publics, donc ce qui oblige les associations aussi à repenser leurs projets, à repenser leurs ressources, les ressources économiques qu'elles mettent au service de leurs projets. Et ça amène les dirigeants, les salariés à faire face souvent à des conflits de valeurs, je vais le dire comme ça pour le résumer à gros traits, mais entre d'un côté la dimension d'utilité sociale de l'association et de l'autre les nécessités et les contraintes de la gestion économique et financière. Et ces conflits sont parfois vécus très très douloureusement par les bénévoles, mais aussi par les salariés. Nous, on a vu voilà, les cas de burn-out se multiplier quand même dans le monde associatif et très souvent, ce sont des salariés qui se retrouvent dans ces situations très complexes à devoir arbitrer, encore une fois, sur des situations très compliquées. D'autre part, quand les financements se restreignent, la variable d'ajustement, malheureusement pour le monde pour le bien des associations, c'est l'emploi. Donc évidemment, ça crée là aussi une tension qui, vous l'imaginez, peut amener quand même pas mal de conflits. Ça, ce sont des grands constats qu'on fait depuis quelques années. Bien évidemment, la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui n'a fait que maximiser ces constats-là, avec des impacts, je ne vais pas y revenir, mais sur la dimension économique, pour une grande partie des associations, et notamment toutes celles qui tirent un revenu d'activité, des activités qu'elles proposent au public et qui sont pour beaucoup là aujourd'hui empêchées. Cette crise, elle a un impact sur la gouvernance, sur la façon de gérer les équipes, évidemment, avec le télétravail, mais aussi le fait de devoir repenser complètement le fonctionnement de l'association, son lien aux usagers, son lien aux bénévoles, son lien à ses équipes, et de le repenser avec des outils évidemment de travail à distance ou d'animation des instances à distance. On a fait des enquêtes. Il y a d'ailleurs un troisième volet d'enquête là, qui a été lancé par le mouvement associatif avec Recherche et Solidarité, le réseau national des maisons d'association, pour essayer d'évaluer la situation des associations aujourd'hui face à la crise. Et cette enquête fait ressortir quand même que sur les premières vagues de confinement, seul un tiers des associations estimaient avoir réussi à maintenir un fonctionnement collectif satisfaisant. Ça veut dire que les 2 tiers ont eu quand même des difficultés à maintenir ce fonctionnement collectif. Donc voilà le tableau très, très rapidement et à gros traits, mais qui demandera évidemment à être précisé. Par rapport à tout ça, les outils, alors déjà, évidemment, mais je pense que les intervenants vont y revenir, c'est déjà faire de la prévention avant de traiter. La prévention, ça veut dire correctement réfléchir ces modèles socio-économiques, c'est-à-dire avoir un projet associatif qui a été travaillé collectivement, qui réfléchit bien à quelles ressources, quel projet je veux mener, quelles ressources humaines je veux mettre au service de ce projet. Et quand je dis ressources humaines, c'est à la fois les ressources humaines bénévoles, mais aussi salariées. Et quelles ressources financières je vais pouvoir trouver pour faire vivre ce projet. Et puis, quels sont les partenariats sur lesquels je peux m'appuyer pour faire vivre mon association, mon projet associatif, mes activités. Donc ça, avoir cette réflexion en profondeur, c'est important pour plus le cadre est défini collectivement, plus on sait où on va, évidemment, plus ce sera simple, même si ça n'évitera pas forcément tous les conflits. C'est aussi avoir une réflexion sur sa fonction employeur. Et là, il faut se tourner aussi vers les partenaires existants, vers les syndicats employeurs, vers les acteurs de l'accompagnement. Et évidemment, en amont de la création des emplois, je parle notamment pour les associations qui franchissent le pas, bien réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire de devenir employeur, pourquoi,
comment, quelle fiche de poste, et puis tout au long aussi continuer à évaluer cette question. Est-ce que mes salariés, voilà, est-ce qu'on fonctionne bien ensemble? Est-ce que mes salariés sont formés? Est-ce que je peux leur proposer de la formation? Enfin, il y a un certain nombre d'outils comme ça qui sont à mobiliser. Alors, les ressources pour être accompagnés sur ces sujets, vous avez en Hauts-de-France un réseau de points d'information à la vie associative, les PIVA. Donc, on vous mettra le lien dans le compte-rendu de ce webinaire pour que vous ayez accès. Donc, ce sont des structures qualifiées sur les questions de vie associative qui peuvent apporter déjà un premier regard sur le fonctionnement de la gouvernance, aider à écrire des statuts, aider à réfléchir aussi sur les questions de fonction employeur. Enfin voilà, avoir un accompagnement un peu de proximité. Vous avez aussi, je sais qu'il y a des représentants des animateurs de ce dispositif-là parmi le public, donc ils pourront aussi répondre plus spécifiquement peut-être aux questions, mais le dispositif local d'accompagnement, c'est un dispositif qui permet aux associations employeurs et aux structures de l'ESS employeurs d'utilité sociale d'accéder à du conseil. Donc, l'idée de ce dispositif est de pouvoir avoir un diagnostic des besoins et puis derrière de mettre en place un plan d'accompagnement avec l'intervention d'un expert qui sera financé dans le cadre du dispositif. Donc là, toutes les ressources dont je vous parle sont des ressources gratuites. C'est pour ça que je les mets en avant. Et puis, il y a des acteurs aussi pour vous aider. L'ARACT, mais je ne vais pas m'étendre parce que ils font partie des intervenants identifiés à juste titre sur ce webinaire, donc qui est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, avec qui nous, on réfléchit depuis longtemps justement sur ces questions de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux, comment on peut accompagner les employeurs associatifs pour faire face à ces difficultés. Les syndicats employeurs comme l'UDES, je l'ai cité, qui travaillent aussi sur ces sujets. Donc voilà, pour un tableau assez, à la fois assez synthétique et assez large des ressources, sachant qu'on a bien conscience, là on réfléchit nous à mettre en place des actions sur les questions voilà, de tensions qui peuvent exister, mais que toutes les réponses n'existent pas encore aujourd'hui. Ce matin, j'étais en réunion avec les différents réseaux qui composent le mouvement associatif. On faisait remonter une fois de plus les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les bénévoles, les salariés, dans ces situations qui, en plus, ce qui génère aussi sans doute des tensions, c'est le grand flou qui règne aujourd'hui. Là, on doit faire face à un 3e confinement. Tous les décrets ne sont pas tombés, donc c'est pas toujours simple de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Les protocoles sanitaires à mettre en place sont aussi souvent assez lourds et parfois peuvent évoluer aussi en permanence. Donc voilà, vous imaginez que ça fait beaucoup de décisions à prendre dans des contextes comme ça d'urgence qui bien évidemment créent de la tension. Donc voilà, on réfléchissait, est-ce qu'il n'y aurait pas un numéro vert pour les personnes qui se sentiraient un peu en difficulté. À ma connaissance, ce numéro vert n'existe pas. Mais en tout cas, c'est un besoin qui est exprimé d'avoir voilà, un interlocuteur ou une interlocutrice pour pouvoir éventuellement confier ses difficultés. Et puis peut-être dernier outil qui me vient là, c'est aussi toutes les formations qui sont mises en place en direction des bénévoles. Donc il y a une plateforme, je vous donnerai le lien, qui permet de recenser un peu les différentes formations qui existent. Et là, pareil, n'hésitez pas à aller vous former sur les questions de la fonction employeur, parce que ça peut être un bon outil à la fois pour être formé, mais pour aussi échanger avec d'autres bénévoles sur ce sujet. Voilà, c'était assez rapide. J'espère que ce sera utile à la suite de vos échanges. Merci beaucoup Claire pour cette intervention. On a d'ores et déjà identifié des ressources. On parlait de l'UDES, la question de la formation des bénévoles associatifs, les points PIVA, le DLA. Donc sur cette notion de médiation, il y a cette dimension accompagnement qui revient assez fortement, cette notion de tiers qui peut être facilitateur dans la relation entre les entreprises, entre les personnes. Donc voilà, ça va vraiment être le fil rouge, je pense, de notre webinaire, cette question de l'accompagnement qui existe. Mais avant d'aller un peu plus loin sur ce thème,
Je vais laisser la parole donc à nos premiers intervenants qui sont Jérôme Witkowski et Ludivine Denis du cabinet initial, cabinet roubaisien qui intervient donc sur la médiation dans les organisations, particulièrement les entreprises de l'ESS, pour déjà bien définir ce concept, parce qu'on est sur une entrée qui est très large. La médiation, ça recouvre un champ très étendu. Et donc là, on va se circonscrire au champ de l'ESS et de voir comment ce concept peut s'appliquer au sein des organisations de l'ESS. Jérôme, Ludivine, je vous laisse démarrer vos caméras et vos micros et je vous laisse prendre le contrôle sur la présentation. Alors, merci. Moi, je vais simplement laisser la parole d'abord à Jérôme. Du coup, je vais juste me permettre d'éteindre mon micro pendant cette intervention. Oui, bonjour à tous. Merci Stéphane et merci de nous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Donc effectivement, nous sommes un cabinet d'avocats d'abord, mais qui avons développé une activité de médiation, effectivement en particulier à destination des acteurs de l'ESS. Alors, c'est toujours un petit peu délicat et un petit peu difficile de parler des tensions qui peuvent survenir dans les organisations, de parler des conflits, mais je pense que c'est véritablement important d'en parler parce que si on ne veut pas attendre et atteindre un point de non-retour, il faut réagir et l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est de savoir comment réagir. Alors, avant de donner la parole à Ludivine, qui vous présentera un petit peu plus précisément ce qu'est la médiation, je voulais revenir quelques minutes avec vous sur les différents conflits qui peuvent survenir au sein des structures de l'ESS. Alors finalement, qui sont des conflits assez classiques. Alors on peut passer peut-être à la première slide. Des conflits qui existent en réalité dans toutes les organisations. Et en premier lieu, les conflits interindividuels. Donc ça peut être c'est un conflit en fait entre deux personnes. Ça peut être un employeur et un salarié, ça peut être un conflit entre deux salariés, un conflit entre un bénévole et un salarié pour ce qui est des associations. À côté de ces conflits interindividuels, vous avez également ce qu'on appelle les conflits collectifs qui là opposent plusieurs personnes, plus de deux, notamment les conflits sociaux entre les représentants du personnel et leur direction par exemple, entre plusieurs services au sein d'une même structure, ça on le rencontre également assez fréquemment dans les structures de l'ESS, ou alors au sein d'un organe exécutif collectif avec une crise de gouvernance qui s'installe. C'est ce qu'évoquait notamment Claire Bizet lors de son introduction. Puis vous avez aussi les conflits externes qu'il ne faut pas oublier, qui sont des conflits entre des structures partenaires, des structures concurrentes ou avec un financeur. Alors, pour aborder la notion de conflit, pour aborder un conflit, il y a deux approches. Il y a une approche, je dirais, un peu classique, qui consiste à avoir recours à l'application de la règle de droit, à prendre dans un conseil juridique, et puis une fois que le conflit survient, eh bien, essayer de négocier pour essayer de trouver un accord, ou alors aller devant un juge, ce qui s'appelle le contentieux. Et puis, à côté de cette approche classique, je dirais, qui est l'approche juridique du conflit, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une approche relationnelle, c'est-à-dire qu'au lieu de mobiliser la règle de droit, eh bien là, on va se tourner vers la médiation, et c'est là que la médiation donc intervient, et qui donc consiste en une approche plus relationnelle du conflit. On s'attache vraiment à aller rechercher l'origine des tensions et on explore la relation entre les personnes qui sont en conflit. Alors, on a identifié dans le cadre de notre activité, effectivement, plusieurs facteurs de tension, en particulier au sein des structures de l'ESS, qu'on peut ranger en deux grandes catégories. Alors, Claire a commencé à vous exposer et à vous brosser un panorama de ces sources de tension. Au sein notamment du secteur associatif, et bien effectivement, on va retrouver un peu tout ça. Deux catégories. La première, c'est une implication personnelle des acteurs qui est extrêmement forte.
lorsque on s'implique au sein d'une structure de l'ESS. Et puis, il ne faut pas négliger également un deuxième aspect qui est que ces structures de l'ESS, souvent, elles évoluent dans un système qui est particulièrement complexe, aussi bien en interne qu'en externe, et que tous ces éléments eh bien, attisent les tensions ou peuvent en tout cas les favoriser. Alors, sur la première, sur l'implication personnelle des acteurs, tout d'abord, il faut regarder un petit peu ce que les acteurs de l'ESS mettent dans leur action et la quête de sens qu'ils cherchent à leur engagement personnel. Jérôme, oui. Je me permets juste, les slides peuvent, je pense, avancer. Oui, vous pouvez avancer les slides, effectivement. Merci. Encore. Merci. Alors, oui, donc la quête de sens, en fait, que l'on trouve à son engagement, ça a un lien direct avec la notion d'utilité sociale. Vous savez, la loi Hamon de 2014, lorsqu'elle définit l'ESS, elle dit bien qu'on recherche un but autre que le seul partage des bénéfices, contrairement au secteur lucratif, et qu'on met en place une activité de production, de biens, de services qui poursuit une utilité sociale. Et c'est véritablement lorsque voilà, la recherche de cette utilité sociale qui guide les différents acteurs au sein des structures ESS. Alors, on peut passer à la slide suivante, puisque on peut regarder aussi bien du côté des entrepreneurs que du côté de ceux que j'appelle les contributeurs à l'activité, c'est-à-dire qui peuvent être dans les associations, en tout cas des bénévoles ou des salariés. Lorsqu'on est entrepreneur dans l'ESS, eh bien, on n'entreprend pas simplement pour soi, on n'entreprend pas évidemment dans un esprit lucratif, mais on entreprend également eh bien, pour nous, c'est-à-dire qu'on met en commun des ressources pour parvenir à un objectif qui bénéficiera à l'ensemble du collectif. On met en avant des valeurs de coopération, des valeurs de protection, des valeurs d'égalité. Là, ça concerne peut-être plus les coopératives, les mutuelles qui s'y retrouveront. Mais quand on est entrepreneur ESS, on entreprend également pour eux, c'est-à-dire pour les bénéficiaires. Et on entreprend en quelque sorte de manière encore plus désintéressée. Et on essaye pour accompagner des personnes qui sont en fragilité. Et c'est ce que disait effectivement en introduction Claire Bizet, et je la rejoins totalement là-dessus, c'est qu'on s'adresse aussi à une population qui est fragilisée, quelle que soit d'ailleurs la raison pour laquelle elle l'est, et qu'effectivement on absorbe aussi cette fragilité des bénéficiaires, et il faut savoir également gérer ça. Ça peut fragiliser les uns et les autres. Et puis, il y a du côté des salariés et des bénévoles, eh bien, une adhésion très forte à l'objet social. Les bénévoles qui choisissent de s'engager dans une association, eh bien, ils le font véritablement parce qu'ils ont la liberté de le faire et parce qu'ils adhèrent très fortement à l'objet social de l'association. Pour beaucoup de salariés aussi, eh bien, s'engager dans l'ESS, c'est le fruit d'une reconversion professionnelle ou de formation spécifique et ils ne se trouvent pas dans l'ESS par hasard. Et ça, il faut vraiment en tenir compte lorsque l'on aborde cette notion de tension. C'est un critère qui peut être en quelque sorte aggravant. Alors, slide suivante, quand on est exigeant et que l'on essaye d'être fidèle à son engagement et qu'on trouve du sens à son engagement, eh bien, on a aussi tendance à être exigeant envers les autres. Alors là, je dirais qu'il y a deux niveaux d'exigence envers les autres. Il y a d'abord un haut niveau d'attente, notamment à l'égard des collaborateurs, de la part des employeurs, qui peuvent notamment, je dirais, être assez réceptifs à ce que les contributeurs, les bénévoles, les salariés fassent des concessions. On sait que
il y a des concessions qui sont demandées en termes de disponibilité, qu'on mesure l'engagement des uns et des autres au regard de leur disponibilité, mais aussi en matière de rémunération. On sait très bien que, hormis peut-être dans le secteur de l'animation, mais le niveau des rémunérations est légèrement inférieur dans le secteur associatif notamment, parce que l'on considère que, et parce que les personnes acceptent aussi parfois une rémunération un peu inférieure parce qu'ils trouvent du sens à leur engagement et que ça suffit à compenser cette disparité. Et puis, quand on demande des concessions aux uns et aux autres, eh bien, ceux qui concèdent sont aussi tentés d'être particulièrement vigilants je dirais, à ce qui se passe au sein de la structure, aux décisions qui sont prises, à la cohérence des décisions qui sont prises, à la cohérence des actions avec les valeurs qui sont portées par la structure. Et on retrouve aussi, donc, de ce point de vue, eh bien, un facteur en quelque sorte aggravant des tensions au sein des structures ESS, parce qu'on a effectivement des contributeurs qui vont s'arroger un droit de regard aussi sur les décisions stratégiques qui sont prises et qui vont avoir une certaine exigence donc à l'égard de la structure et à l'égard de leur employeur. Alors, à côté des facteurs de tension qui sont relatifs aux personnes elles-mêmes, eh bien, il y a également les facteurs de tension relatifs au système dans lequel évoluent les structures. Et donc là, on peut passer à la slide suivante. Quand on parle système, on peut regarder le système aussi bien du point de vue interne que du point de vue externe. Alors d'abord, en interne, la particularité que l'on retrouve dans les structures de l'ESS sont de deux ordres. La première, est relative à la gouvernance. On a souvent, dans les structures de l'ESS, eh bien, un exécutif collectif, notamment je pense au conseil d'administration au sein des associations, mais dans les coopératives également, il y a cette notion d'exécutif collectif. Et qui dit collectif dit nécessité de trouver un consensus. Et il peut parfois être compliqué au sein d'un organe exécutif collectif de trouver la voie, la stratégie qui fera consensus entre les uns et les autres. Et là encore, le caractère collectif de l'exécutif peut être un facteur qui paralyse parfois certaines structures puisqu'il y a une incapacité à prendre des décisions dans l'objet social qui est poursuivi. Il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger également et qui concerne le maillage territorial. Alors, le maillage territorial, on le retrouve surtout dans les structures d'envergure régionale ou d'envergure nationale, où il peut y avoir parfois une déconnexion entre les stratégies qui sont poursuivies au niveau national, ou en tout cas au niveau maire, et puis les réalités de terrain, les réalités au niveau local, et des difficultés donc à faire cohabiter c'est à la fois la stratégie au niveau national et puis les exigences locales, les contraintes locales qui peuvent favoriser les conflits. Et puis enfin, concernant l'organisation interne, il y a aussi des spécificités en matière de management. En matière de management, j'identifie deux sous-thématiques. La première, c'est peut-être la légitimité de certains managers et je pense notamment aux directeurs de structure qui ont parfois une mission qui n'est vraiment pas simple et que l'on vient chercher pour professionnaliser la structure, pour rationaliser les moyens, etc. Et des directeurs qui peuvent parfois être issus de structures du secteur lucratif et qui, se trouvent face à une certaine suspicion, face à une certaine méfiance de la part des équipes qui peuvent parfois générer des tensions. Et si
il n'y a pas des espaces de dialogue, des espaces d'échange, des espaces de concertation qui sont mis en place, eh bien, peuvent générer des incompréhensions. Et puis, ce qu'il ne faut pas négliger non plus dans le secteur associatif, c'est aussi la coexistence entre les salariés et les bénévoles. C'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse trouver sa place, il faut que les uns et les autres puissent agir en interdépendance et que chacun sache quelle est sa mission, quel est son rôle. Et ce n'est pas toujours facile en réalité de créer des règles qui soient parfaitement claires, et ce serait notamment l'objet de ces espaces de dialogue que d'essayer de travailler sur ces sujets. Et puis enfin, dernière slide en ce qui me concerne, cette fois-ci, si l'on regarde le système dans lequel évoluent les structures de l'ESS, mais d'un point de vue externe, les contraintes externes qui peuvent s'imposer à elles. Alors la première d'entre elles, et Claire Bizet le disait tout à l'heure, c'est une spécificité très importante, notamment dans le secteur associatif, c'est la raréfaction des ressources publiques. C'est-à-dire que les ressources publiques, là où on obtenait peut-être relativement facilement des subventions auparavant, eh bien aujourd'hui, on sait tous qu'il faut vraiment les mériter, qu'il faut vraiment aller les chercher, et qu'en tout cas, l'enveloppe est distribuée de manière très spécifique. Enfin, voilà, il faut à la fois montrer qu'on est capable d'optimiser les moyens et d'utiliser les ressources publiques qui sont données de manière optimale. Et puis aussi, pour pouvoir obtenir certaines ressources publiques, eh bien, il faut aujourd'hui s'insérer dans des politiques publiques, ce qui pour certaines associations notamment, qui peuvent s'être construites sur des revendications peut-être un peu plus militantes, eh bien, peut être une transition difficile à réaliser, puisqu'il faut aujourd'hui, pour obtenir des ressources publiques, s'insérer encore une fois dans ces politiques publiques. Et puis à côté de ce facteur particulier aux structures ESS et associatives en particulier, il y a aussi les contraintes externes qui s'imposent peut-être à toute structure, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs, du secteur lucratif ou du secteur de l'ESS. Il y a évidemment la digitalisation qui fait évoluer à la fois les pratiques, mais également les rapports entre les uns et les autres, et qu'il faut accompagner cette transition numérique au sein des structures les plus anciennes qui ont fonctionné selon d'autres modalités. Et bien tout cela, ça s'accompagne, tout ça, ça se discute, tout ça, il faut échanger là-dessus. Et puis on a aujourd'hui cette nouvelle contrainte, c'est-à-dire le contexte sanitaire, hein, qui s'impose à nous tous et qui effectivement peut parfois réveiller certaines tensions qui étaient déjà sous-jacentes au sein des équipes, mais qui, à travers le contexte sanitaire et les contraintes imposées par ce contexte sanitaire, eh bien, peuvent réveiller ces tensions et pourquoi pas les transformer en de véritables conflits au sein des structures. Donc voilà, rapidement dressé un panorama, je dirais, des différents facteurs de tensions ou de conflits que nous avons pu identifier au sein du secteur de l'ESS. Et maintenant, donc, je vais laisser la parole à Ludivine, qui va vous parler un petit peu plus précisément de la médiation. Alors, bonjour à tous. Merci Jérôme de ce panorama, effectivement, sur les spécificités de l'origine des tensions et des conflits, effectivement, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Moi, ce qui m'apparaît, ce qui nous est apparu d'ailleurs avec Jérôme après avoir fait ce constat de ces différents facteurs, eh bien, c'est de déterminer qu'effectivement, on a compris que l'ESS finalement souffre de conflits et de tensions qui résultent d'une confrontation entre une implication personnelle de ces acteurs qui veulent mener à bien un projet collectif et la complexité justement du système dans lequel ce secteur évolue et qui est
soumis à plusieurs contraintes extérieures et d'ailleurs des contraintes qui, au fil des années, se multiplient. Donc ça, c'est un premier constat. Et le deuxième constat qu'on a effectué, c'est en notre qualité d'avocat d'ailleurs, de dire que les moyens utilisés, et notamment les moyens juridiques pour faire face à ces conflits et à ces tensions, ne sont pas toujours adaptés. Alors on s'est interrogé et on s'est posé plusieurs questions sur comment faire face à ces conflits, à ces tensions, par ailleurs spécifiques dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, ce qui sous-tend d'ailleurs plein d'autres questions. Comment faire face et comment appréhender ce conflit, parce que un conflit c'est évolutif, qu'il y a des étapes et qu'on ne l'appréhende pas et on n'aborde pas les difficultés de la même façon selon que le conflit est émergent ou qu'au contraire il est proche du point de non-retour. Comment y mettre un terme, comment organiser la suite si un terme a pu être trouvé à ce conflit ou à ces tensions. On se pose la question de suite à donner, d'autant plus aisément que qu'en qualité d'avocat, on a pu voir que une décision de justice pouvait malheureusement ne pas être exécutée spontanément par l'une des parties et celle qui est condamnée. Et puis finalement, pour aller plus loin, comment prévenir? Est-ce que c'est possible finalement d'anticiper et d'éviter ces tensions et ces conflits? Et donc justement, le secteur de l'ESS, c'est un secteur où d'un côté, il y a cette dimension humaine très forte, et de l'autre, cette nécessité, on s'en rend bien compte, et c'est ce qui résulte du diagnostic effectué à la fois par Jérôme et Pierre Guizet, de tenir compte des changements pour continuer à œuvrer dans le sens du projet qui se veut collectif. Et donc cette réflexion nous a conduit à se dire qu'il était nécessaire, premièrement, de réconcilier les personnes, parce qu'elles ont un rôle important à jouer dans l'œuvre collective. Et le deuxième axe de cette réflexion porte sur comment composer avec les contraintes extérieures. C'est à ce moment-là qu'il nous est apparu que la médiation pouvait être un outil adapté pour justement tenter à tout le moins de réconcilier les personnes et de trouver effectivement des moyens de composer et de comprendre pourquoi il est important de composer avec les contraintes extérieures. Alors naturellement, on se pose des questions, qu'est-ce que la médiation? Et là, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Qu'est-ce que la médiation? Alors la médiation, c'est un terme très souvent utilisé, mais finalement pas toujours bien utilisé parce que peu ou mal compris. En tout cas, le processus, lui, n'est pas toujours bien compris dans toutes ces particularités. Alors, on aurait pu, avec Jérôme, vous donner une définition très encadrée. Il y a des textes qui nous permettent de définir précisément la médiation, mais on a fait le choix de citer Benoît Holleaux, qui a écrit un livre qui s'intitule La médiation au travail. Et donc, Benoît Holleaux nous dit de la médiation qu'elle permet de traiter le conflit dans toutes ses dimensions, toutes ses composantes. D'abord la partie visible, qui en a été le déclencheur, mais aussi la partie cachée, trop longtemps enfouie dans les consciences. Alors la médiation, c'est justement un outil d'exploration du conflit. La médiation, c'est ce qui va nous permettre d'aller creuser au-delà de la partie visible, cette partie visible qui, justement, est souvent celle présentée à un juge qui va devoir trancher un litige. Et donc, on a volontairement choisi l'image de l'iceberg parce que cette image-là, elle est très souvent utilisée pour attirer l'attention sur ce qui est caché, sur ce qui n'est pas visible. En l'occurrence, il s'agissant effectivement de la médiation et de ce dispositif qui est trop peu méconnu, eh bien, il y a deux choses. La première, c'est que ce qui se joue finalement dans le conflit, c'est souvent quelque chose qui n'est justement pas visible et qui va au-delà de ce qui a été ni plus ni moins finalement qu'un élément déclencheur. La deuxième chose, c'est que la médiation est justement un outil qui permet de s'intéresser à ce qui n'est pas visible. Et donc, contrairement à un juge classique, d'aller creuser la question
de l'origine des tensions et l'origine des conflits. Alors, la deuxième question qui naturellement se pose, c'est qu'est-ce que finalement la médiation et comment cette exploration du conflit est rendue possible. Alors, il faut savoir que la médiation, c'est un dispositif qui repose sur des principes essentiels que l'on peut voir sur la diapo suivante, que j'ai représentée par des piliers, 3 piliers fondamentaux qui font de la médiation un outil particulier et qui font toute sa force, et vous allez mieux comprendre parce que je vais vous expliquer quels sont ces 3 piliers et ce qu'il faut comprendre de donc, la neutralité et l'impartialité, la confidentialité et la liberté. Alors, pour commencer, la neutralité et l'impartialité, c'est la neutralité et l'impartialité du médiateur. Cette qualité est importante pour le médiateur qui est présenté, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, comme un tiers neutre. Elle est importante parce qu'elle va permettre de lever les difficultés quant à des potentiels questionnements sur un parti pris, une présomption, des préjugés. C'est beaucoup plus facile, effectivement, de s'entretenir avec quelqu'un qui, finalement, n'a pas la connaissance de ce que l'on est habituellement dans le cadre, par exemple, de son travail ou de son activité de bénévolat ou autre. Donc, on a pu, effectivement, faire le constat que les personnes ont besoin d'être entendues par quelqu'un vierge d'un potentiel passif. Voilà, pour éviter que finalement, il puisse y avoir ne serait-ce qu'un soupçon sur le fait que la personne médiateur puisse avoir un préjugé nous concernant. C'est justement ce qui va créer les conditions d'une écoute active, et c'est ce qui va créer le rapport de confiance entre le médiateur et les parties qui seront entendues pour tenter de trouver une solution à leur situation conflictuelle. Alors, ce rapport de confiance, il est important que ce soit un conflit d'ailleurs interpersonnel ou que ce soit un conflit collectif, parce que dans le cas d'un conflit interpersonnel, c'est important d'être entendu par quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion, entre guillemets, de nous étiqueter parce qu'il nous connaît déjà peut-être un peu. Dans un conflit collectif, c'est important d'être entendu par quelqu'un qui, justement, est neuf et a un regard nouveau sur ce qui est le projet collectif et qui peut-être est la source de la difficulté dans un rapport entre un salarié et un bénévole, entre bénévoles et entre salariés, ou encore entre d'autres personnes en interne ou en externe à la structure. Donc ça, c'est une chose. Et le deuxième point important, c'est que cela implique que le médiateur se tienne à l'écart de toute proposition de solution. Et c'est là un point très important, en ce sens qu'il se distingue justement du judiciaire où le juge prend une décision qui s'impose aux parties. Le médiateur, lui, a vocation à faciliter l'échange entre les personnes, et c'est ces personnes qui, justement, facilitées dans leur écoute et facilitées dans leur parole, pourront échanger utilement, et c'est de ces échanges que doit être la solution qui leur paraît la plus adaptée pour eux. Et donc ça, c'est un point très important de la médiation. Alors, vous vous dites très certainement, très bien, je peux donc, avec la médiation, parler librement sans être inquiété du fait que la personne qui m'écoute me connaît déjà un peu ou pas, ou qu'elle connaît peut-être déjà un peu aussi la personne avec qui je suis en conflit. Pour autant, comment est-ce que je suis assurée que ce que je dis ne sera pas divulgué, utilisé contre moi, et de nouveau que je vis un conflit interpersonnel ou un conflit à l'échelle plus large de la structure qui, elle, est très soucieuse de son image, de sa réputation à l'égard des autres potentielles structures du secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors, ça renvoie à l'existence d'un deuxième pilier, un deuxième principe essentiel, qui est la confidentialité. Cette confidentialité, cette fois-ci, s'applique à l'ensemble des participants. Et c'est cette confidentialité qui va justement permettre un échange en principe transparent et entier. C'est parce que, effectivement, on est assuré que ce que l'on dit ne va pas être réutilisé, à bonne ou mauvaise escient d'ailleurs, qu'on se livre plus facilement. Et c'est parce qu'on se livre qu'on peut
explorer l'origine du conflit. Et donc, de nouveau, en matière judiciaire, c'est toujours un peu différent. En matière judiciaire, on a, avec Jérôme était témoin de ce genre de choses, c'est qu'au lieu d'apaiser effectivement les tensions et les conflits, ça peut partir crescendo parce que chacun étant très attaché à son image, à sa considération, à sa réputation, dans un débat qui se veut public parce que les audiences sont publiques, eh bien, on voit des personnes qui, justement, pour se défendre, vont tomber dans la facilité, hein, et c'est tout à fait humain et naturel, d'attaquer l'autre. La médiation permet d'avoir un échange apaisé parce que confidentiel. Et donc, la question se pose, ben oui, mais alors, cette confidentialité, jusqu'où va-t-elle? L'avantage de la médiation, c'est qu'elle est un processus souple, un processus évolutif. Et donc, si les échanges tentent à finalement pointer du doigt la nécessité d'inclure une autre personne autour de la table, eh bien, on aura la possibilité, avec l'accord effectivement des personnes entendues dans le cadre de ce processus de médiation, de faire entendre toutes les personnes qui sont utiles et nécessaires finalement à la construction de la solution qui va dès lors s'imposer à tous. Les quelques exceptions qui touchent ce principe essentiel sont des exceptions prévues par la loi. Toutes n'intéressent pas nécessairement la médiation dans l'économie sociale et solidaire, mais il y a au moins l'ordre public qui doit être évoqué, puisque l'ordre public, forcément, c'est un certain nombre de règles auxquelles on peut déroger, qui intègrent notamment le fait de préserver l'intégrité physique et psychique et psychologique des personnes. Donc, bien évidemment, ce seraient les réserves à cette confidentialité. Mais à part effectivement quelques points très exhaustifs et définis par la loi, la confidentialité est définie dans le cadre du processus de médiation. Et l'autre exception à avoir en tête, c'est qu'en tout état de cause, eh bien, les parties qui ont réussi à trouver un accord, à trouver une solution à leurs difficultés, eh bien, peut tout à fait décider de lever la confidentialité. Et ça n'est pas si rare que ça que de voir certaines parties non pas lever l'intégrité de la confidentialité sur l'intégrité de l'accord, mais à tout le moins sur ce qui va permettre la mise en œuvre des modalités pratiques de ce même accord. Parce qu'on sait bien aussi qu'un conflit interpersonnel eh bien, n'est pas sans conséquences, n'est pas sans parfois dommage collatéral vis-à-vis d'une équipe ou vis-à-vis d'une direction. Voilà, et donc ça peut être effectivement parfois nécessaire de lever cette confidentialité. À partir du moment où les parties sont d'accord pour le faire et dans l'intérêt d'une bonne exécution d'accord, ça ne posera de toute façon aucune difficulté. Et donc j'en viens justement au troisième pilier fondamental qui est la liberté. La liberté, c'est deux aspects. C'est de dire que la médiation est un processus volontaire. Donc chacun est libre d'y entrer et d'en sortir à tout moment. C'est important de le dire parce qu'il ne faut pas que la personne pense que c'est quelque chose qui lui est imposé. Donc c'est librement qu'elle entre dans le processus de médiation et c'est librement qu'elle décide, si elle n'en est pas satisfaite pour X ou Y raison, ou parce qu'elle est mal à l'aise avec un certain nombre de choses, d'y mettre un terme et ça ne doit effectivement poser des difficultés à personne. C'est quelque chose qui doit être respecté que d'entrer et de pouvoir en sortir quand on veut. C'est parce qu'en réalité, on a cette liberté-là que le plus généralement, on fait le constat que les personnes restent autour de la table et décident effectivement de parler avec transparence. Le deuxième aspect de cette liberté, c'est que la médiation est un processus consensuel. Ce qui veut dire que c'est le consentement des parties qui est le fil conducteur du processus. Le consentement, on se compris sur les règles qu'on pourrait mettre en place pour mener à bien le processus. Et ça facilite une démarche constructive d'élaboration d'une solution choisie parce que finalement, c'est un peu comme un escalier où chaque marche que l'on franchit eh bien, a été co-construite par les parties. Donc à chaque fois, on avance dans une logique qui est que chacun a donné son accord pour aller dans telle direction ou aller dans telle autre direction. Et c'est parce que chacun a pu être entendu et donner son accord sur ce point-là que finalement, ce sera très difficile de revenir en arrière et que très naturellement, eh bien, le processus va avancer
dans le bon sens et dans le sens d'une solution choisie par les parties. Alors, il résulte de ces principes essentiels et de ces trois piliers que la médiation, finalement, c'est un lieu, un espace de parole et d'écoute dédié où chacun pourra être entendu et placé sur un pied d'égalité sans effectivement qu'il y ait cette question de préjugement ou autre. Et donc, c'est précisément ça qui va permettre de réconcilier justement les personnes. Alors, pour ce qui est de réconcilier les personnes, et je vous propose de passer à la slide suivante, on s'est posé bien évidemment la question de la médiation au regard d'un projet collectif porté, comme c'est le cas dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, il s'est posé la question, nous concernant avec Jérôme, de comment intégrer ou réintégrer l'individu dans le projet collectif. Comme le disait tout à l'heure Claire Bizet, et comme Jérôme l'a effectivement rappelé, l'ESS a connu et connaît encore une nécessité de devoir se positionner dans un système plus global où se trouvent aussi d'autres structures qui ne sont pas des structures de l'ESS, ou alors d'autres structures de l'ESS, mais dont les avancements sont tels que, voilà, parce que leur taille, parce que les partenariats et les financements qu'ils ont obtenus font que elles sont placées dans une situation différente, et pourtant ces structures sont placées dans des situations parfois concurrentes. Et donc, certaines structures ont dû prendre parfois des décisions, des orientations qui ont questionné le sens, l'engagement, les valeurs des acteurs qui font partie de ces structures. Et donc, la médiation qui permet de s'intéresser à la partie invisible de l'iceberg dont on parlait tout à l'heure, eh bien, permet justement de s'intéresser aussi aux spécificités du projet collectif et à la manière dont ces spécificités résonnent pour chacun des acteurs de l'ESS. Et donc, l'ESS qui revêt des formes organisationnelles différentes, avec quand même des particularités sur lesquelles il faut insister, le fait d'avoir des salariés, le fait d'avoir des bénévoles, le fait d'avoir des gouvernances multiples, fait qu'on est face à un projet collectif qui veut placer l'humain au cœur, mais qui en oublie parfois, effectivement, finalement, les perceptions de chacun. Et pourtant, chacun a bien un rôle à jouer. Et donc, la médiation va permettre de questionner ce dont on parlait tout à l'heure, le sens, les valeurs, l'engagement, ce qui renvoie à l'application, ce qui renvoie aux disponibilités, les orientations du projet et ce que ça représente pour chacun, puisque derrière, finalement, une même valeur peut se décliner un certain nombre de choses qui ne sont pas appréhendées de la même façon d'une personne à l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'elles soient en désaccord, ce qui veut simplement dire que l'appréhension, la représentation qu'on se fait de cette valeur est un peu différente. Et donc, la médiation va permettre d'aller explorer tout ça pour aller rechercher ce qu'il y a de commun dans les différentes personnes qui font partie intégrante de la structure qui, elles, portent le projet collectif. J'en viens à ma dernière slide, qui est que intégrer ou réintégrer l'individu, ça ne suffit pas toujours. Et donc, l'ESS a aussi vocation à mener des réflexions sociales, sociétales, environnementales, et comme le disait Claire disait tout à l'heure, c'est des réflexions à mener en profondeur sur c'est quoi le projet, comment il a évolué, quelles sont les ressources humaines, comment fait-on notamment avec cette contrainte effectivement de la crise sanitaire et d'autant plus qu'on a ce problème de financement, quelles vont être nos ressources, quels vont être nos partenariats. Et comme le disait aussi Claire tout à l'heure, l'emploi est la variable d'ajustement. Donc, toutes ces réflexions-là doivent être menées. Et en fait, il nous semble important de dire que la médiation va permettre de mener à bien ces réflexions et par là même de composer avec les contraintes extérieures. Alors, je ne reviendrai pas sur les contraintes extérieures parce qu'elles ont été amplement présentées, mais l'idée majeure, c'est de comprendre que la médiation est un outil qui va permettre justement de redéfinir le projet toutes les fois où il est nécessaire de le redéfinir. Et que le redéfinir, ce n'est pas effectivement se réunir entre membres de la gouvernance, mais c'est réunir tous les acteurs de l'ESS parce que chacun doit à chaque fois retrouver du sens à ce qu'il fait et doit être assuré que ce pourquoi il s'est engagé est toujours fidèle aux raisons qui l'ont conduit jusqu'à là.
Ça suppose aussi de réorganiser la structure avec du sens. Alors, pourquoi on parle beaucoup de sens? Parce que, et quand on parlait tout à l'heure de la question de la professionnalisation, on se pose nécessairement la question de comment on professionnalise, alors que jusqu'à présent, on avait eu un certain nombre de structures qui, loin d'être des amatrices dans leur secteur, étaient portées par des acteurs très engagés et très responsables. Mais le système étant, il faut professionnaliser. Professionnaliser, c'est recourir à de nouvelles méthodes, recourir à de nouvelles règles, à de nouveaux protocoles. Et comment effectivement mettre en place tout ça sans perdre le sens que chaque acteur donne à la tâche qui lui est confiée. Pour ça, ça nécessite effectivement d'expliquer l'intérêt, la portée de ces règles pour bien appuyer sur le fait que ça n'est pas renoncer au projet collectif que de mettre en place un certain nombre de règles. C'est simplement redéfinir les modalités d'intervention sur un système qui est parfois plus large que la structure elle-même. Et puis, c'est aussi faciliter la communication en interne comme en externe. Et faciliter cette communication, alors en interne, on l'a bien vu, mais en externe, ça veut dire aussi, pourquoi pas, mettre autour de la table les partenaires avec qui justement la structure doit travailler et doit composer. La médiation est un outil qui permet d'inviter à la table des personnes qui ne font pas partie à première vue de cette partie visible de l'iceberg. Donc, s'il faut aller rechercher d'autres échanges et que ces échanges impliquent d'inviter autour de la table d'autres personnes, la médiation est un outil qui nous permet. Alors, on a vu effectivement que la médiation est un outil qui permet d'appréhender le conflit, les tensions, mais il faut bien aussi avoir à l'esprit que la médiation, elle peut être aussi un outil justement pour anticiper tout ça. Et je n'irai pas plus loin, mais il serait intéressant, peut-être à l'occasion d'un autre webinaire ou autre, mais de se poser la question aussi de la médiation de projet, qui est une médiation qui va, elle, s'intéresser à cette communication, notamment avec l'extérieur, et à comment mettre en place cette réorganisation au sein de la structure de l'ASS qui est sujette à ces conflits et ces tensions, et donc comment anticiper au mieux tout ça. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop long. Je passe immédiatement la parole à Stéphane, modérateur. Merci beaucoup, Ludivine. C'était parfait. On est dans le timing. Merci à tous les deux pour cette intervention. Dans le chat, on a simplement une question sur est-ce que la médiation est un dispositif payant pour les entreprises de l'ESS? Et si oui, combien environ peut coûter ce type d'accompagnement? Donc, je ne sais pas si vous avez la possibilité déjà de commencer à répondre à cette question, et ensuite ça fait le lien parfait vers la présentation de l'ARACT, mais voilà, si vous avez des éléments de réponse à apporter déjà, Ludivine ou Jérôme, sur cette question. Oui, alors oui, j'ai un élément de réponse, c'est que oui, la médiation est payante dès lors qu'il s'agit de faire appel à un médiateur externe et indépendant. Marilène vous parlera des modalités d'intervention de l'ARACT sur lesquelles je n'ai pas de connaissances, mais quand on choisit de faire intervenir un médiateur ou un cabinet de médiateur, oui, cela est payant. Alors, si on veut un ordre de prix, je dirais que c'est le prix, c'est facturé souvent à l'heure sur un tarif horaire qui se base, le même tarif horaire que appliquerait un consultant. On peut compter 150 € hors taxe de l'heure en ce qui nous concerne, tout en précisant que les honoraires sont libres. L'honoraire des médiateurs, les honoraires sont parfaitement libres. Voilà, sachant également que sur un conflit interindividuel, le minimum à prévoir, c'est quand même 2 entretiens individuels de préparation à la médiation, puisqu'il faut préparer les uns et les autres à la réunion collective. Donc des entretiens individuels avec chacune des parties prenantes, puis au moins une réunion collective qui durera environ 3 heures. Donc au minimum, je dirais 6 heures, un forfait minimum de 6 heures est à prévoir, et dans les
le taux horaire que je vous indiquais. Et enfin, dernière chose, c'est qu'il existe également des dispositifs qui permettent de prendre en charge ce type d'intervention, et c'est notamment celui auquel faisait référence Claire Bizet tout à l'heure, le dispositif local d'accompagnement, mais là qui du coup n'est plus du ressort du médiateur, mais qui est du ressort de la structure qui fera appel à l'intervention du médiateur. J'espère avoir été complet et clair sur ce sujet. On vous entend pas, Stéphane? Ouais, votre micro est coupé. Oui, effectivement. Alors pour moi, c'était clair. Et dans le chat, la réaction, effectivement, très claire également. Donc, c'est parfait. Merci à tous les deux pour cette présentation. Hein, donc, le cabinet initial qui nous a fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour parler médiation. On va faire tout de suite le lien avec l'ARACT. Donc, j'ai demandé à Marilène Copy, qui est chargée de mission à l'ARACT Hauts-de-France, d'activer sa caméra, son micro pour passer à la dernière partie de ce webinaire. Okay. Marilène? Oui, vous m'entendez? Parfaitement, c'est à vous. D'accord, ok. Donc, vous allez lancer les slides donc, sur le dispositif à réseau. Vous pouvez aller sur la suivante, hein, Stéphane. Le dispositif à réseau, c'est un dispositif appui aux relations sociales à réseau, qui a été mis en place dans les années 90 par un membre de la Direct, ça s'appelait pas Direct à l'époque, mais de la Direct de la Loire, qui était allé faire sa thèse, qui était inspecteur du travail et qui avait fait sa thèse au Québec. Et qui avait beaucoup appris de la médiation préventive. Donc, ce dispositif est fortement empreint de cette méthodologie de la médiation préventive québécoise. C'est un dispositif qui s'est beaucoup développé au début des années 2000 et puis là, qui a pris de l'ampleur à partir de 2010. Pourquoi? C'est aussi fortement lié aux évolutions du dialogue social en France. À des éléments de concurrence aussi entre organisations syndicales avec l'évolution du dialogue social. Il y a des changements qui s'opèrent et qui fait qu'on est plus souvent dans des situations de conflictualité au travail que précédemment. Peut-être que la suivante, s'il vous plaît Stéphane, je dis ça, on fait comme ça, voilà. Alors, je l'ai intitulé, je m'étais dit on peut un peu le contextualiser, cet apport du dispositif à réseau au service de la période. Nous, Réseau ANACT ARACT, donc Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, appartenant, il y a une ARACT par région avec une tête de réseau qui est l'ANACT. Nous sommes en région des associations aussi. On est beaucoup sollicité depuis le début de la pandémie sur des problématiques, et là je les ai hiérarchisées en fonction de ce qui prend le pas hein, ces derniers mois. On est beaucoup sollicité sur la question de l'engagement au travail, des tensions générées par la période ou exacerbées, de la mise en place du télétravail, et c'est assez, comment dire, tout est assez lié, télétravail, tension, engagement, il y a des liens forts qui s'observent. L'autre thématique, c'est l'anticipation et la gestion de l'absentéisme, qui, bien sûr, a des effets aussi sur les autres dimensions. La question de la reconnaissance et de la revalorisation des métiers, et surtout en cette période, eh bien, si on reprend la terminologie qui était d'usage depuis le début entre ceux qui étaient au front et ceux qui étaient sur les lignes arrière, eh bien, il y a d'une certaine manière ceux qui étaient au front qui attendent de la reconnaissance de cette implication forte qui allait au-delà de leur, on va dire peut-être de ce qu'il y avait derrière leur contrat de travail. Ça allait aussi au-delà, c'est-à-dire que la période leur a aussi permis d'apprendre. Ça a été une période de création à tout niveau. Les entreprises, les structures, les associations ont fait des bons hein, en termes d'innovation, nous on dira sociale dans les choix d'organisation, les dimensions managériales. Et ça commence, on sent que, bien sûr, on est encore une troisième période de confinement, mais on sent que là, il y a les choses qui se restabilisent, et ceux qui ont été un petit peu mis devant des enjeux de créativité,
à cause de la pandémie, de certains qui étaient tombés, je le fais exprès de reprendre cette terminologie, eh bien, ils se sont découverts des talents, ils ont créé, ils ont développé des compétences et aujourd'hui et demain, peut-être cet été, mais n'ont pas du tout envie de retourner à la case départ, là où ils étaient avant. Voilà. Donc, il y a des forts enjeux de reconnaissance et qui va avec le 7e élément, la question des parcours. Et aujourd'hui, bien sûr, des enjeux d'organisation du temps de travail. Tout ça, finalement, tous ces éléments sont fortement liés. Tout ça, pour nous trait au travail. On n'intervient que sur, je suis très intéressée sur la dimension de projet, la médiation de projet, mais le réseau Nactaract et la réseau n'intervient pas là-dessus. On est vraiment centré sur le travail. Et cette thématique sont fortement liées et ont pu générer de nouvelles tensions ou en exacerber d'autres. Je veux bien la suivante. Voilà. Alors, le dispositif à réseau se centre exclusivement sur la relation. Il faut qu'on nous sollicite essentiellement en curatif. La médiation préventive québécoise donnerait l'occasion d'être souvent en prévention pour éviter que les situations se dégradent. Mais finalement, nous, on est sollicité essentiellement sur des situations perturbées où la relation est perturbée. Où ça génère de la crispation pour les personnes, les acteurs concernés, et puis ça peut conduire à une rupture de la relation, comme c'est imagé. Alors, diapo suivante. Voilà. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est quand les structures font appel. Alors, les structures, ce sont effectivement, ça peut être des associations, ce sont des entreprises privées, c'est la fonction publique. De plus en plus, la fonction publique fait appel à nous sur ces sujets-là. Il y a des signes de dégradation des relations sociales et on les retrouve de manière un peu récurrente. Alors, les signes, c'est la récurrence des conflits avec un caractère, quand on dit dérisoire, c'est dérisoire. On se bagarre parfois pour des broutilles, pour des queues de cerises, mais ça prend une ampleur phénoménale. Il y a des bruits de couloir, il y a des rumeurs, il y a des clans qui se forment. On est aussi dans des situations où alors soit on a des situations où la direction est trop centralisatrice, ou à l'inverse, il y a une défaillance ou une direction assez démissionnaire et qui peut mettre aussi l'encadrement sous pression ou qui est en forte délégation ou en délégation insuffisante. Donc, c'est souvent lié dans le champ du travail à ces dimensions-là. On nous introduit dans les structures, souvent on est introduit soit par la médecine du travail, soit par l'inspection du travail, parce qu'il y a toujours une recherche d'arbitrage. Les parties, que ce soit les représentants du personnel ou la direction, font appel à l'inspecteur du travail ou au médecin pour arbitrer sur le sujet. Et les CSE font appel à de l'expertise pour avérer les faits, pour montrer voilà ce qu'il en est, pour essayer d'objectiver les choses. Mais l'expertise n'objective pas les choses dans la mesure où souvent la direction va dire mais c'est une expertise demandée par le CSE, donc finalement c'est un outil du CSE. Et là c'est très récurrent. Nous on a des IT, des inspecteurs du travail qui disent là on n'en peut plus, on a des mails, 3-4 mails par jour et on peut plus répondre quoi. C'est pas de notre ressort, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions que l'arbitrage. On a aussi une dimension, il y a les dimensions affectives, émotionnelles sont exacerbées dans le cadre de conflits relationnels et puis il y a une perte de confiance entre les acteurs. On s'incrimine beaucoup, on n'arrive plus à aborder les problèmes, on n'arrive plus à travailler sur le contenu tellement la relation est détériorée. Il peut y avoir aussi les éléments de dégradation de la relation peuvent se retrouver dans des équipes, entre managers et équipes, mais aussi peuvent se retrouver au sein du CESE, dans les instances. Et là aussi, souvent, on nous appelle et en fait, que ce soit l'une ou l'autre partie, veulent que toutes les séances soient enregistrées. Et au final, on en finit par leur dire, mais dans quel objectif pour faire preuve. Donc, ce qui fait qu'ils ne parviennent jamais à faire un compte-rendu, qui est un compte-rendu de séance, donc qui fait abstraction de toutes les discussions et les apprentissages aussi qui a pu être fait au cours du CSE. Et donc, ils aboutissent jamais au compte-rendu. Et ils ont des pavés, parfois de 40 pages, et puis ils dépensent beaucoup d'argent pour faire cette restitution exhaustive des propos qui ont été tenus, pour faire preuve, pour que ce soit opposable.
Et puis après, ben, on a une dégradation souvent des indicateurs sociaux, l'absentéisme, les accidents de travail, du turnover. Et finalement, ben, sentiment d'impasse, on n'y arrive plus. On a tout essayé, l'expertise, l'arbitrage, l'IT qui ne veut plus répondre à nos questions, le médecin du travail qui a fait faire une enquête, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette enquête? Donc, il y a une impasse. Les acteurs sont dans une situation d'impasse. Le schéma, la diapo suivante, Stéphane? Et finalement, ce qu'on constate, c'est on a souvent deux types de conflits. Quand on est appelé, en fait, il y a deux types de conflits. Quand on est appelé sur un réseau, ce qu'on essaie de voir, c'est que finalement, quand il y a un conflit, il y a trois grands éléments. Hein. Il y a l'objet du conflit. Sur quoi ça ne va pas? Ça a commencé sur quoi? On n'était pas d'accord sur les NAO, on n'était pas d'accord sur les augmentations annuelles, on n'était pas d'accord sur quoi? Ça, c'est l'objet. Et après, il y a la dimension pouvoir, finalement, un rapport de force qui s'instaure, et puis la dimension émotionnelle. Quand on est dans un conflit relationnel, vous voyez, par rapport au triangle d'à côté, c'est que la dimension pouvoir et la dimension émotion a pris le pas sur l'objet du conflit. Au final, on n'arrive plus à se parler du contenu. Finalement, les séances sont des relations de pouvoir et où les émotions, ça part en vrille. Vulgairement, je le dis comme ça. Les acteurs sortent, ça hurle, ça crie, ça pleure. Et finalement, on peut plus rien faire. C'est ça le sentiment d'espace. Et quand on intervient sur un réseau, donc on est dans une situation comme ça. Et l'idée, c'est d'amener les acteurs à revenir sur finalement une situation de conflit saine. Hein, parce qu'être en conflit sur un objet de contenu, c'est pas problématique. Aucune entreprise aucune structure n'est un long fleuve tranquille. Ce qu'on appelle nous et des César, hein, que certains d'entre vous doivent connaître, on a le droit, et c'est sain d'avoir des discussions sur le contenu, la dispute professionnelle est permise. Et dans un CSE, entre autres, la dispute professionnelle est permise parce qu'on a des points de vue différents sur la situation. Donc, l'objet d'une intervention au réseau, ça va être de passer de la situation de gauche, où le pouvoir et l'émotion ont pris le pas sur l'objet du conflit, à la situation de droite, où finalement, on redescend. On n'est plus dans une relation, c'est plus les rapports de force qui priment, les émotions, ça baisse, mais on peut enfin discuter de manière apaisée de ce qui fait problème. On peut passer à l'image suivante. Stéphane, oui. Oui, d'accord. Au final, quand on intervient, nous, le dispositif à réseau, on a 4 groupes d'acteurs. On a la direction, homogène ou pas, les non-encadrants, les IRP à droite et les encadrants. Et vous voyez, on a mis des flèches orange, rouges, toutes les relations qui peuvent exister. Et finalement, un éclair. Sur toutes ces relations, il peut y avoir conflit relationnel. On a le conflit relationnel au sein d'un CSC entre direction et IRP. On peut avoir aussi un conflit de légitimité des IRP vis-à-vis on va dire, de la base, des non-encadrants. On a un conflit qui peut émerger entre les non-encadrants et l'encadrement. Et puis après, on peut avoir aussi un conflit entre la direction et l'encadrement. Et l'encadrement n'est pas aligné. Et pour vous, on est déjà intervenu hein, dans les structures de l'ESS, s'ajoute pour nous un acteur qu'on ne retrouve pas. Vous pourriez me dire, dans une entreprise privée, c'est l'actionnariat. Pas vraiment, c'est pas pareil. Dans l'ESS, vous avez les CA, la gouvernance, qui est un acteur qui est présent sans être présent. Et pourtant, il a un rôle fort à jouer, mais il est toujours là, mais souvent absent. Souvent absent, je veux dire, au quotidien, hein, dans l'exécution du contrat de travail, l'exécution de l'activité de la structure. Et souvent, quand on intervient dans l'ESS, il est nécessaire de refaire rentrer cet acteur qu'on globalise avec la direction, parce que pour qu'il y ait aussi une forme d'alignement, souvent on voit qu'il y a un défaut d'alignement entre le CA et la direction. Et là, ce sont les divers lieux où de conflits relationnels sur lesquels on a des dispositifs adaptés. Hein, le dispositif Arido s'adapte en fonction du conflit repéré.
Alors, un petit témoignage, c'est une entreprise du privé, mais c'est bref, c'est voilà, une entreprise, un centre de relations clients à Compiègne. Là, c'est juste ce qu'on appelle un teaser, là, de 2 minutes, je crois, mais il y a potentiellement, si vous souhaitez, voir toute l'intervention, on avait fait un film sur toute l'intervention pas à pas. Donc, je vous laisse, Stéphane, la lancer. Je démarre ça tout de suite. Ouais. Je rebascule sur le partage. Hop. C'est parti. On a une nouvelle direction suite au mouvement de grève qu'il y a eu l'année dernière. Ce qui m'a étonné le plus, c'est d'avoir un dialogue social aussi dégradé par rapport à tous les moyens qui sont mis en place. On avait complètement perdu confiance dans la direction, dans le dialogue. Très concrètement, on a des déficits sur le plan de la communication, un peu plus largement sur le plan managérial. Pour que ces salariés travaillent bien, il faut que ces salariés se sentent bien. Pour se parler, il faut respecter l'autre. Et on arrive souvent dans des contextes tellement dégradés où les parties ne se respectent plus. Ça permettait quelque part, en faisant intervenir quelqu'un d'externe, d'avoir un regard neuf plutôt que d'avoir quelque part des ressentis négatifs. C'est vraiment à la fois on pose ce qui est mal passé et en même temps on apprend à se parler de façon à progresser, à dépasser tout ça. On a l'impression qu'effectivement maintenant les deux parties non seulement entendent mais s'écoutent l'une l'autre. Il y avait un souhaitable à travailler du point de vue de l'organisation, de la ligne hiérarchique et des parcours professionnels. Je pense que l'approche de l'ARACT, c'est nécessaire. Pour moi, une bonne décision, en tout cas, qu'a pris mon prédécesseur. Voilà, dans cette structure, en fait, on est intervenu, il y a eu une grève de 3 semaines, une grève très dure, qui a fait des dégâts, bien sûr économiques, mais surtout humains. Et quand sortir d'une grève, c'est toujours difficile, 3 semaines. Et en fait, l'inspecteur du travail qui a fait le protocole de sortie de grève a proposé aux parties prenantes, c'est-à-dire à la direction et aux représentants des salariés, de faire appel au dispositif à réseau pour finalement arriver à se remettre autour d'une table parce que c'était difficile. Donc, on a travaillé avec eux vraiment sur le débugage de ce qu'avait laissé la grève de chaque côté. Et c'est qu'après qui sont venus sur des objets de contenu. Voilà, on peut repasser au diapo, Stéphane. En sucrant les deux slides suivants. On va aller aux pommes. Hop. Donc, c'est ici. La suivante encore. Ah, la suivante, pardon. Voilà. C'est bon. Ok, c'est très bien. Pas facile à distance. Voilà. Et là, nous, en fait, le dispositif à réseau, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est jamais sur le contenu. Alors, on intervient, l'ARACT, on est sollicité sur des problématiques de RPS pour faire du diagnostic, pour aider les parties à trouver des réponses, mais en étant un peu expert sur le contenu. Là, on l'est jamais. Et finalement, ce qu'on dit, c'est que c'est une collègue qui a fait ce schéma, il n'est pas de moi, mais je l'aime bien. Finalement, chacun est sur sa colline. On va dire que A, c'est la direction, B, c'est le représentant des salariés. Et puis, A voit les pommes rouges et B voit les pommes jaunes. Et normalement, il faut les cueillir quand elles sont jaunes. Alors, B dit qu'il est temps d'aller les cueillir, mais A dit qu'il n'est pas possible d'aller les cueillir, qu'elles sont toujours rouges. Normal, parce que de leur côté, chacun de leur côté, A voit bien des rouges et B voit bien des jaunes. Donc, l'idée d'un réseau, et c'est ça aussi, je dirais, ce qu'on appelle aussi
ce que dit Deschessard avec des espaces de discussion, parce que la médiation, la tiers facilitation ou médiation, c'est aussi ça, hein, finalement, amener les parties à pouvoir discuter et se dire les choses. Donc là, c'est inviter A à descendre de sa colline pour monter sur celle de B, et inversement, pour qu'il puisse un petit peu discuter, voir qu'effectivement, il y a un autre point de vue sur un sujet et que finalement, il n'y a pas que le sien et qu'il est peut-être possible de faire quelque chose avec les deux points de vue. À partir de là, nous, là, on a des modalités d'intervention qui sont… alors, je suis très mal à l'aise avec le mot médiation, parce que pour moi, la médiation, et je sais que les invités d'aujourd'hui, Ludivine et Jérôme, ont fait une formation de médiation. Nous, à la RACT, on n'est pas des médiateurs au sens la formation de médiation. On est des facilitateurs, on est tous soit ergonomes, soit psychologues, soit économistes, soit sociologues, et on a fait la formation à la facilitation, mais on n'est pas médiateur au sens la médiation telle qu'on l'entend. Donc, on préfère… Alors, on a quelques collègues hein, dans le réseau hein, qui sont des médiateurs. On en a d'autres qui sont, parce qu'on a 3 types d'intervenants, on a les chargés de mission du réseau ANACT-ARACT. Il y a certains inspecteurs du travail qui ont souhaité aller sur ce dispositif et qui ont, dans le cadre de leur activité aussi, développé la médiation. Et on a des consultants. Voilà. Donc, on a des profils un peu pluriels autour de la table, mais pas au sens, très peu au sens médiation, le diplôme qui correspond. Voilà, donc quand on a cerné un petit peu où était le problème, est-ce que c'est au niveau de nous, ce qu'on dit, c'est du dialogue social institué, c'est-à-dire que dans le CSE, ça ne fonctionne plus, on n'y arrive plus, des réunions rallongent, on peut prendre une journée, il ne s'est rien traité, il y a juste des objections de chaque côté. Si c'est ça, on va travailler qu'avec ces deux parties. Si on sent aussi qu'il y a une problématique sur la ligne managériale, qui renvoie aussi à des problématiques de conditions de travail, on ne va pas y aller en tant qu'expert, mais on va faire aussi des incises en allant recueillir la parole à ces divers niveaux et en les aidant à pouvoir venir la verbaliser auprès des acteurs avec qui on contractualise toujours, que sont la direction et les représentants des salariés. Donc maintenant, tu peux, Stéphane, envoyer le petit motion design qui montre un peu comment on procède sur ce dispositif. Je ne suis pas directive, hein, c'est juste pour tenir le truc. Quand les relations sociales sont bonnes dans l'entreprise, il est possible de débattre et de faire entendre des points de vue variés qui enrichissent la prise de décision. Mais parfois, des tensions apparaissent. Des incompréhensions se développent, des conflits émergent. À certains endroits ou dans toute l'entreprise, on ne parvient plus à se parler, s'écouter, se comprendre. Cela finit par affecter la qualité du travail et le fonctionnement global. Dans de telles situations de blocage, le dispositif Appui aux relations sociales, que l'on appelle ARESO, peut vous aider à sortir de l'impasse. À la suite d'une demande directe de l'entreprise ou sur proposition d'un acteur extérieur, un binôme d'intervenants expérimentés rencontre les différentes parties prenantes et écoute leurs préoccupations. Il faut qu'il y ait un accord de la direction et des représentants des salariés pour que l'intervention soit possible. Une première réunion collective permet de s'entendre sur un document d'engagement. Les intervenants mettent ensuite en œuvre les modalités les plus adaptées. Séminaires, appui aux relations de travail dans la durée, formation. Ce sont des facilitateurs. Ils aident les parties prenantes à mieux dialoguer et à trouver par elles-mêmes des solutions aux problèmes rencontrés. ARESO est un dispositif du réseau ANACT-ARACT et du ministère du Travail. Il peut être mis en place quelle que soit la taille de votre entreprise et son secteur d'activité selon des modalités adaptées. Pour en savoir plus, contactez l'ARACT de votre région. Ce qui est visé, c'est la slide suivante, finalement, quand on fait une intervention réseau, ce qui est visé, c'est qu'il y ait des apprentissages sur la manière de relationner.
alors, on peut être ce que j'ai pas dit, et c'est peut-être on n'est pas pour ce point, on ne travaille pas comme initial sur le sujet. On n'intervient jamais sur les conflits interpersonnels. Ça, c'est très important. On n'est que sur la conflictualité collective. Hein. Si on repère dans une entreprise un conflit interpersonnel, on peut faire appel à nous parce que les entreprises, les structures vont chercher médiation, facilitation, dialogue social, et arrive aussi sur l'ARACT, le dispositif ARESO. Si on repère que la problématique est essentiellement interpersonnelle, on renvoie sur des médiateurs qui traitent les relations interpersonnelles. Ce qu'on essaie tout de même de faire, c'est parce que parfois, on le voit, parfois on nous appelle, on dit, non, moi, la direction me dit, moi, ce délégué syndical, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Le délégué syndical dit, non, mais c'est le directeur ou la directrice, ça va plus. Et on essaie de voir si au-delà de ce conflit interpersonnel, il n'y a pas des choses qui sont beaucoup plus collectives. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, parfois, ça peut venir se cristalliser entre deux personnes, mais le démarrage du feu est plus général. Et finalement, quand on intervient sur ces conflits collectifs, finalement, on cherche à leur faire des apprentissages sur la manière de relationner pour traiter les objets de contenu. C'est-à-dire, on fait le détour par leur relation, puisqu'ils sont plus capables de parler du contenu, pour ensuite qu'ils soient en capacité d'aller sur le contenu. Et on le voit très bien. Au début, on ne parle que de la relation. Ils ne parlent que de la relation. Nous, on est garants comme on a dit, et comme Ludivine l'a dit aussi, on construit avec eux un document d'engagement où chacun définit les règles, comment ils vont s'y prendre, ce qu'ils sont prêts à faire. Et nous, on est les garants de cet outillage de méthode. Et c'est eux qui vont mettre de la matière à l'intérieur. Et finalement, l'idée, c'est qu'on arrive à un nouveau contrat social avec la formalisation d'une feuille de route. Et au final, si on parle au début que sur la relation, c'est même pas la peine, ils n'y arrivent pas de toute façon à parler des objets de contenu, la sortie est très opérationnelle. Ça tombe inévitablement sur des questions de RH, d'organisation du travail, ça peut être de sens du travail, de management, de communication interne. Ce sont des problématiques très, très concrètes qui vont être travaillées par la suite. Et l'objectif, c'est finalement d'arriver à développer une culture du dialogue social constructive qui va s'articuler, qui va permettre l'articulation entre enjeux économiques et sociaux. Et ça s'inscrit finalement dans l'approche QVT. Et j'aime bien le schéma suivant, qui n'est pas de moi toujours. C'est un Rubik's Cube, et là, je suis allée il y a maintenant, je pense, 4-5 ans au Québec pour réactualiser un peu nos méthodologies d'intervention en médiation préventive québécoise. Et ce que nous disaient les médiateurs québécois, c'est que finalement, on peut dire que c'est un Rubik's Cube. Si au début, on rentre essentiellement par la dynamique relationnelle entre les acteurs, on travaille ça, et où il va y avoir les valeurs, la rancœur, l'ego, voilà, les relations de pouvoir. Très vite, nous, on va y instiller un processus, comment on va s'y prendre pour travailler ça, et puis ils vont déboucher aussi sur du contenu. Finalement, en faisant cet appui à réseau, on travaille ces 3 dimensions. Voilà. Et revenir un peu sur notre positionnement, c'est la slide suivante. Donc, on utilisera pour nous le terme de facilitateur, de tiers facilitateur ou tiers facilitatrice, non expert du contenu. On pourrait parfois, puisqu'on est sur des objets de contenu qui sont sur l'organisation du travail, c'est le cœur de métier du réseau ARACT, bien sûr, on aurait des réponses à apporter, mais c'est pas ça l'objectif. On n'a pas, faut pas qu'on ait d'intention pour les parties. Voilà, on n'a aucune intention pour les parties. Ça, c'est très, très important. C'est eux, c'est à leur rythme qu'ils feront des choix en termes d'organisation quand ils seront capables de le travailler. J'ai remis les valeurs aussi des intervenants. L'équidistance, parce que le réseau ARACT est par essence équidistant. On est géré de manière paritaire par les 5 organisations de salariés et les 3 patronales, donc qui veillent à notre équidistance qui se concrétise par l'impartialité. On ne prend pas part pour un acteur ou pour l'autre, et par la neutralité. Alors nous, la neutralité, on la met sur le contenu.
Voilà. On est neutre sur le contenu. C'est eux qui décident d'aller sur un thème, le temps de travail. On est neutre sur ce contenu. On n'a rien à dire sur le sujet. C'est à eux de le faire. Et puis, on est sur l'apport de méthode. Voilà ce que je pouvais dire. On n'est jamais sur le champ juridique. On signe avec eux, on leur demande de signer en début de ce qu'on appelle le document d'engagement, de signer, mais c'est un engagement purement moral. Notre intervention a absolument rien de juridique et on n'intervient pas à chaud. C'est-à-dire que, par exemple, l'entreprise WebHelp, dont vous avez vu le teaser, le conflit à chaud a été géré par l'inspection du travail. Nous, on intervient après. Et c'est dans le cadre du protocole de sortie de grève et de crise que l'inspection du travail a souhaité faire appel a proposé à l'entreprise de faire appel, l'entreprise, quand je dis entreprise ou structure, c'est dans toutes ces dimensions, faire appel au dispositif appui aux relations sociales. Mais je rejoins ce qu'a dit Ludivine tout à l'heure, c'est du volontariat et nous, ce qu'on leur dit, c'est que tant que l'enfer, c'est l'autre, tant que si ça ne va pas, c'est à cause de l'autre, eh bien, ça n'ira pas parce qu'on est encore sur un conflit de pouvoir, un conflit de position. Et finalement, on leur dit, quand vous serez prêt à prendre votre part de responsabilité dans ce qui ne va pas aujourd'hui, un réseau peut être fait pour vous. Mais tant qu'il n'y a pas cette prise de responsabilité, on est partie prenante de ce qui ne va pas, tant qu'on n'est pas prêt à dire, je suis en partie responsable de ce qui ne va pas, on ne peut pas s'engager dans une intervention de ce type, enfin oui, un appui de ce type. Voilà. Donc les slides suivants, c'est pour nous contacter. Donc l'engagement volontaire. L'engagement volontaire, je vous dis, c'est pour nous l'engagement volontaire, c'est j'accepte de prendre la part de responsabilité dans ce qui ne va pas aujourd'hui pour tendre vers des relations plus efficientes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis nous, on intervient toujours en binôme, puisqu'on est sur du collectif, donc on intervient toujours en binôme dans les structures. Merci Marilène pour cette intervention très complète. On a une question dans le chat concernant, je dirais, la cible pour Arezo. Est-ce que le dispositif peut intervenir avec les parties prenantes bénévoles ou est-ce que ça s'adresse uniquement à l'équipe salariée et au conseil d'administration? Non, ça peut s'adresser à tout le monde, à tous, parce que les bénévoles sont une des parties prenantes, bien sûr, avec des enjeux différents des salariés, entre autres. Dans certaines structures, on sent qu'il est nécessaire aussi de mettre dans la boucle les bénévoles. Donc, on aura une modalité, enfin, on essaiera de voir quels sont les acteurs en présence et puis après de construire un collectif avec ces acteurs-là pour des entretiens individuels et puis en plénière pour qu'ils puissent participer à ce travail-là parce qu'ils sont totalement partie prenante du jeu. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse et pour ces interventions. Moi, ce que j'ai pu retenir des différentes présentations, c'est qu'effectivement, qu'en cas de difficulté existante dans les entreprises, quelle que soit l'entreprise, encore une fois, il existe des solutions, mais il faut d'abord réussir à objectiver ces difficultés et faire appel à un accompagnateur, un tiers, un médiateur, qui va permettre d'assainir la situation à travers la participation, bien évidemment, des différentes parties prenantes liées dans la situation conflictuelle. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, hein, c'est ce que disait Claire en préambule sur la structuration du projet de l'association pour permettre de redonner du sens aussi aux différentes parties prenantes et de bien comprendre dans quoi ces organisations, quoi ces personnes s'engagent au sein des organisations. Donc, moi, ce que je retiens, ce que je souhaite passer aussi comme message aux participants, c'est que il existe différents dispositifs, réseaux d'accompagnement. Vous voyez que la médiation, c'est un champ qui est très large et qui peut recouvrir beaucoup d'aspects. Et que effectivement, on peut faire appel à un médiateur indépendant, on peut faire appel à des dispositifs tels que le DLA ou les points PIVA, en fonction du degré de difficulté, degré d'avancée du conflit, si je peux m'exprimer ainsi, de la prévention
jusqu'à la dimension curative. Et donc, à chaque situation existe sa solution, mais encore faut-il pouvoir l'exprimer et faire appel à la bonne ressource. On va vous transmettre l'ensemble des présentations, l'ensemble des ressources, contacts qui ont été présentés lors de ce webinaire. Donc, vous pourrez y revenir très tranquillement dans les prochains jours et faire appel à eux si jamais vous en avez ce besoin, ou transmettre à vos partenaires cette information. Voilà, l'accompagnement, c'est un gage de réussite du projet dans toutes ses dimensions, quel que soit le niveau d'avancée et le niveau de difficulté que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, ne pas hésiter à vous faire accompagner en toutes circonstances. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Marie-Hélène Copy pour l'ARACT, Ludivine et Jérôme pour Initial, Claire Bizet pour le mouvement associatif, et à vous pour votre participation à ce webinaire. Un dernier point de calendrier pour vous rappeler que le 13 avril matin aura lieu le printemps de l'ESS, qui est la suite de la conférence régionale qui a eu lieu au mois de novembre, qui sera cette fois-ci encore une fois en 100% dématérialisé. Et là, l'idée, ce sera de faire un temps d'échange avec les services de l'État, de la région, des collectivités, sur les plans de relance, savoir où on en est aujourd'hui par rapport à cette crise sanitaire, et également pour les acteurs de l'ESS de bien comprendre les politiques locales de l'ESS qui sont à leur portée et comment ils peuvent s'inscrire dans ces différents projets. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous envoie très vite toutes les ressources liées à ce webinaire. Une bonne journée à tous. Au revoir.